Un nom, ça peut être volé? C'est une question un peu étrange, et pourtant c'est précisément ce qu'on va explorer. Une dispute historique autour d'un seul mot, Rousse, qui a des répercussions incroyables aujourd'hui. C'est une histoire d'héritage, d'identité et de deux nations qui revendiquent la même origine. Au cœur de tout ça, il y a un personnage clé, un prince du Xe siècle. À Kiev, on l'appelle Volodymyr. À Moscou, on l'appelle Vladimir. Attention, c'est bien le même homme. C'est lui qui a baptisé la Russe. Alors, la grande question, c'est comment deux capitales modernes peuvent-elles se disputer le même héritage? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Et il faut bien comprendre que cette dispute, elle n'est pas juste dans les livres, non, non, elle est littéralement gravée dans le bronze. À Kiev, il y a ce monument historique qui surplombe l'endroit même du baptême, et puis à Moscou, une statue encore plus massive et bien plus récente a été installée juste à côté du Kremlin. C'est un peu un duel de statues, mais qui en dit long sur une bataille bien plus profonde pour s'approprier le passé. Bon, alors comment on en est arrivé là? Pour y voir clair, il faut démêler les fils, et le premier, c'est la version, on va dire, officielle. C'est le récit qui a été patiemment construit par l'Empire russe, la revendication impériale. D'après cette version, tout est très simple. C'est une ligne droite parfaite. Le flambeau du pouvoir serait passé tout naturellement, de Kiev à Vladimir Souzdal, puis à Moscou, et pour finir à Saint-Pétersbourg. Bref, l'idée d'un seul et même État qui aurait juste fait ses valises pour déménager au fil des siècles. Simple, net, sans bavure, en apparence. Et cette vision des choses, ce n'est pas qu'une vieille théorie, c'est ce qui est enseigné depuis des générations. Dans les manuels scolaires russes, on fait souvent un bond direct de la grandeur de Kiev à la montée en puissance des principautés du Nord-Est. Hop, un saut dans le temps. Le message est limpide, c'était une transition logique, inévitable. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Parce que justement, quand on commence à creuser un peu dans les archives, eh bien, l'histoire qui apparaît est assez différente. On ne parle plus du tout d'un simple déménagement, mais de quelque chose de bien plus radical, une véritable bifurcation. Regardons les dates, parce que les chiffres, ça ne ment pas. La Rousse de Kiev, c'est une puissance qui brille pendant des siècles. Et puis, 1240. C'est le choc, l'invasion mongole qui a fait mise à sac. Et Moscou dans tout ça? Sa toute première mention dans les chroniques date de 1277, soit presque 40 ans plus tard. On ne parle donc pas d'un transfert de pouvoir, mais bien de l'émergence d'un tout nouveau centre, longtemps après le début du déclin de l'original. Et là, on arrive à un point qui change absolument tout. Cette fameuse idée d'une population entière qui aurait fui Kiev vers le nord, c'est une belle histoire, sauf qu'aucune chronique de l'époque n'en parle. Zéro. Les archives sont muettes là-dessus. Il n'y a tout simplement pas eu d'exode massif vers ce qui allait devenir Moscou. Les gens, pour la plupart, sont restés sur place. Alors, si personne n'a bougé, elle est passée où, cette fameuse Russe? La réponse est déconcertante de simplicité. Nulle part. Elle est restée là où elle a toujours été. Son cœur a continué de battre et sa tradition politique a continué au sein d'un autre État, le Grand-Duché de Lituanie, et de Russe, c'est même dans le nom. La preuve la plus folle, peut-être? Quand les chroniqueurs du Nord-Est parlaient d'un voyage à Kiriv, ils écrivaient noir sur blanc qu'ils allaient en russe. Comme on dirait, aller en France. Pour eux, c'était clairement un autre endroit. Et tout ça nous amène au cœur du sujet, le nom. Comment la Moscovie, qui était à l'époque une puissance en périphérie, a-t-elle réussi à récupérer pour elle-même le nom si prestigieux de Rousse? Il y a un détail qui est juste fascinant et qui remet pas mal de choses en perspective. Figurez-vous que jusqu'au XVIIIe siècle, sur la plupart des cartes faites en Europe, la Moscovie, eh bien, elle était en Asie. Oui, pour beaucoup de géographes de l'époque, la frontière de l'Europe, c'était le fleuve Don. Donc l'idée que Moscou était l'héritière de la grande Russe européenne, disons que ce n'était pas du tout une évidence pour tout le monde. En réalité, cette appropriation du nom n'a rien d'un accident. C'est une décision politique, un véritable rebranding royal. Tout commence en 1721. Pierre le Grand abandonne le nom Moscovie et rebaptise son royaume Empire russe. Puis, Catherine II va encore plus loin. Elle crée une commission pour carrément réécrire toute l'histoire du pays. Et en 1792, bingo, une nouvelle histoire officielle est publiée qui établit pour la première fois ce lien direct entre Moscou et la Rousse de Kiev. Même la langue a joué un rôle crucial. C'est un peu technique, mais c'est passionnant. À l'origine, le mot « rousski », qu'on peut traduire par « roussien », c'était juste un adjectif. Ça voulait dire « qui vient de la Rousse », comme on dit parisien. Mais en Moscovie, le mot a été subtilement transformé en « rousski », soit « russe ». Et là, ce n'est plus un adjectif, c'est un nom désignant un peuple. Ce petit glissement, en apparence anodin, a eu une conséquence immense. Il a gravé dans le marbre l'idée que seuls les habitants de l'Empire étaient les uniques héritiers de la Rousse. Mais attention,
Cette divergence, ce n'était pas juste une histoire de nom ou de territoire, c'était bien plus profond que ça. On parle de deux cultures politiques qui prenaient des chemins radicalement opposés. Un exemple concret pour bien comprendre. Au XVIIe siècle, les chefs cosaques prêtent allégeance au tsar de Moscou. Pour eux, habitués à une tradition plus européenne, il est normal que le souverain prête aussi serment en retour. C'est un contrat mutuel. Mais là, c'est la douche froide. La réponse de Moscou est sans appel, le tsar ne prête serment à personne. Jamais. On a d'un côté une logique de contrat, de l'autre une logique de pouvoir absolu. C'est un véritable choc des mondes. Et ce fossé était tellement profond qu'il se voyait même dans la langue de tous les jours. Un siècle avant ce choc politique, dès le XVIe siècle, quand des émissaires des terres de l'ancienne Russe arrivaient à Moscou, eh bien il fallait des traducteurs. Tout simplement, les deux peuples ne se comprenaient déjà plus, au sens littéral du terme. Tout cela nous ramène donc à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'une vieille querelle sur un nom médiéval peut être si importante? Eh bien, parce que derrière le nom, il y a l'héritage. Et derrière l'héritage, il y a la question fondamentale, qui sommes-nous? Cette prise de conscience, elle se cristallise vraiment au début du XXe siècle, notamment grâce à l'historien Mikhailo Hrushevsky. Il publie son œuvre monumentale, et rien que le titre est tout un programme. Histoire de l'Ukraine russe. Avec ce simple tiret, il fait un geste incroyablement fort. Il reconnecte directement la nation ukrainienne moderne à son passé médiéval en traçant une ligne historique qui, cette fois, contourne complètement Moscou. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens dans le monde, russe et Russie, c'est plus ou moins la même chose. C'est interchangeable. Tout l'enjeu, c'est donc de défaire cette confusion. D'où cette idée de réaffirmer l'identité ukraine-russe pour marteler un message simple. Notre histoire à nous, elle commence à Kiev, elle n'a pas commencé à Moscou. Au final, toute cette histoire nous montre une chose. Le passé n'est jamais vraiment figé. C'est un récit qui est constamment disputé. Et ça laisse une dernière question en suspens, une question puissante. Que se passe-t-il au juste quand une nation décide non pas de réécrire son histoire, mais de se réapproprier le récit qu'on lui avait confisqué? La réponse à cette question, eh bien, elle est en train de s'écrire là, maintenant, sous nos yeux.